Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. Le président américain multiplie les déclarations chocs, les initiatives décoiffantes en matière de politique étrangère. La nouveauté de cette démarche trumpienne, interpelle. On la trouve d'ailleurs dangereuse ou au contraire peut-être salutaire et porteuse d'espoir. Il reste toutefois encore difficile d'en dégager une cohérence globale et aussi sans doute d'en évaluer les effets, la portée concrète de cette nouvelle politique. Pour tenter d'éclaircir ce tableau en train de se constituer, on est aujourd'hui en compagnie de l'essayiste et journaliste Michel Gourfinkiel. Bonjour Michel Gourfinkiel. Bonjour. Comment est-ce que vous qualifieriez comme ça, de manière globale, cette nouvelle manière de faire du président américain? Je commencerai par dire que c'est une manière qui est nouvelle par rapport à ce qu'a été la pratique des administrations américaines jusqu'à Trump, mais elle n'a rien de nouveau par rapport à Trump lui-même. Il y a quelque chose de très intéressant dans le personnage de Trump. Je me rappelle avoir vu, il y a déjà quelques années, un montage de ses déclarations politiques remontant à 50 ans. Euh, Vers l'âge de 30 ans, il a commencé, alors qu'il n'était pas du tout dans la politique, alors qu'il était un homme d'affaires, euh, dont on parlait beaucoup dans les médias pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la politique. Il a commencé à faire des observations sur la politique, notamment sur l'idée que les États-Unis perdaient plus qu'ils ne gagnaient dans la manière dont ils assumaient leur rôle dirigeant dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que on voyait d'année en année, de vidéo en vidéo, que Trump disait exactement la même chose. Donc, il est clair que Trump est un homme qui a, sur certains points, une très grande continuité dans sa pensée et il a véritablement quelques idées forces qui étaient anciennes chez lui et qui dominent aujourd'hui et son action et, il faut bien dire, l'état d'esprit, la doctrine d'une partie importante de l'opinion américaine. Vous dites idée, doctrine, mais finalement, d'après qu'on comprend de ce que vous dites, il s'agit surtout aussi de faire des échanges, de trouver une action qui permette d'avoir un retour équitable. Est-ce que ça peut être une doctrine politique ou est-ce que c'est pas plutôt emprunté au monde de l'entreprise, comme parfois on accuse Trump d'être un simple entrepreneur en politique étrangère? La doctrine, elle, on la résume par une formule qui, je dois dire, à l'origine sonnait mal, était assez sulfureuse. C'était America First, l'Amérique d'abord. Ou ça peut être compris aussi comme l'Amérique seulement. Mais on s'est aperçu que lorsque Trump dit America First, en fait, il veut dire vraiment l'Amérique d'abord plutôt que l'Amérique seulement. Ça veut dire quoi? Lorsque cette formule a été lancée dans la vie politique américaine, c'était à la fin des années 30, au tout début des années 40, quand les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre aux côtés de l'Angleterre et de l'Union soviétique contre l'Allemagne et le Japon. À ce moment-là, ça voulait dire ne nous mêlons pas des autres conflits sur la planète. Ne nous occupons que de nous-mêmes. Évidemment, le sens de cette politique, de cette idée, c'était nous n'allons pas soutenir ceux qui combattent Hitler. Nous allons rester neutres vis-à-vis d'Hitler. Donc, Après l'isolationnisme, voilà, effectivement. c'est ce qu'on appelait l'isolationnisme, et c'était évidemment une doctrine qui, dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de parties de l'opinion américaine, sonnait très mal, était très mal acceptée. Trump a repris ce slogan probablement parce qu'il a estimé que c'est sa méthode. Il teste toujours des idées, des phrases, des concepts et il voit ceux qui marchent et ceux qui ne marchent pas. Il s'est aperçu que la plupart des Américains avaient complètement oublié ce que America First avait pu signifier autrefois et en revanche, ils étaient très réactifs quand ils entendaient à notre époque à nouveau un slogan de ce type. Et ce slogan, ça veut dire ceci. Ça veut dire que il est vrai que le monde d'après 1945 a été globalement un monde
façonnée et dirigée par les États-Unis, à plus forte raison après la fin de la guerre froide, on va dire à partir du début des années 1990. Mais beaucoup d'Américains ont le sentiment que ils payent plus pour cette situation de leadership qu'ils n'en gagnent. Ils ont eu le sentiment, par exemple, que l'Amérique en vient à devoir s'engager sur énormément de fronts à des prix de plus en plus prohibitifs, que l'Amérique doit accepter un droit international qui dérive de plus en plus et qui correspond de moins en moins à la conception du droit américain, à la conception américaine du droit. Donc, il y a toutes sortes, je ne parle même pas de la globalisation qui a pu apparaître pendant un certain temps comme une américanisation du monde, mais qui, pour les Américains, a également signifié un début assez dramatique de désindustrialisation. Donc, il y a cette idée que ce jeu où l'Amérique apparemment est leader, mais en fait est en train de perdre de sa substance et à terme de se mettre en danger, cette situation doit être modifiée, doit être changée. C'est ça l'idée absolument fondamentale du Trumpisme. Ce n'est pas de l'isolationnisme dans la mesure où Trump ne dit pas on se replie sur l'Amérique et on oublie le reste du monde. Il dit on renforce l'Amérique et là où nous avons des intérêts, nous n'aurons pas peur d'intervenir, et ceci tout azimut. Alors, on va arriver à la situation au Proche-Orient, en Israël, mais un mot encore là-dessus sur ce thème général. Est-ce que vous diriez que c'est un tournant quand même dans les relations internationales? Est-ce que, par exemple, on peut parler d'un retour du national, la fin d'une certaine forme de mondialisation, Michel Gorfinkel? Ce que les Trumpistes vous disent aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de retour du national initié par Trump. Il y a de la part de Trump, de l'administration Trump et de l'Amérique Trump, le constat qu'on en est revenu là. Voilà, c'est tout. Il y a dans le monde que nous avons aujourd'hui, nous avons l'Amérique, nous avons une Europe qui ne s'est pas encore trouvée et où on remarquera chaque nation individuelle continue finalement à jouer perso dans énormément de domaines. On a le nationalisme russe, on a le nationalisme chinois qui a clairement des visées globalisantes, qui rêvent d'un 21e siècle chinois, totalement dominé par la Chine. On a le phénomène multiforme, certes, mais qui a quand même sa cohérence de l'islam militant, qui lui aussi a un projet globalisateur, un projet de domination mondiale. Et il y a aussi, on pourrait dire, d'une manière générale, le facteur du ressentiment dans les affaires internationales. C'est-à-dire que trop de pays, trop de régions du monde, en fait, réduisent leur politique internationale à simplement du ressentiment vis-à-vis des États-Unis, du ressentiment vis-à-vis du monde euro-américain, du ressentiment vis-à-vis de la civilisation occidentale. Alors, c'est plus un choc des nations ou des grandes nations qu'un véritable choc de civilisation, comme on a pu le dire dans un livre Ce de cette. sont, ce sont des formules. La réalité, c'est que nous ne sommes plus, on continue à parler comme si le monde était un et globalisé. La réalité, c'est que clairement, on est dans un monde maintenant où il y a des acteurs individuels, nationaux, voire impériaux, qui ne cherchent que leurs intérêts et sont prêts à les affirmer avec force ou violence. Songez par exemple à la politique de la Chine qui consiste à s'emparer de la mer de Chine du Sud, qui consiste à s'implanter partout dans la région extrême-orientale, voire même en dehors de cette région. Alors, cela étant posé, donc tout est réévalué en fonction de l'intérêt américain. Pour ce qui concerne le Proche-Orient, maintenant, nous y arrivons. Qu'est-ce que cela donne, cette nouvelle vision? Il y a deux données qui sont anciennes et qui existent toujours.
La première donnée, c'est que, il y a un intérêt national américain au Moyen-Orient. Il y a des liens anciens avec beaucoup de pays arabes ou musulmans dans la région. Ces liens sont de toute nature. Bien entendu, il y a le pétrole, le gaz, les hydrocarbures, les voies de circulation internationale, mais il y a aussi tout simplement des relations purement politiques qui existent. Les liens, par exemple, entre l'Arabie saoudite ou les États du Golfe et les États-Unis sont des liens multiformes et très profonds. D'un autre côté, il y a le lien avec Israël. Et le lien avec Israël, il faut comprendre ceci, c'est très difficile pour des observateurs non américains de le percevoir aujourd'hui. L'Amérique est le pays qui continue à euh, tenir Israël pour quelque chose de très important. De très important parce que quelque part dans le mythe américain, il y a le mythe national américain qui est un mythe biblique, il y a un lien avec le peuple de l'Ancien Testament. Ce n'est pas pour rien que les États-Unis sont le pays des grands péplums euh, sur Moïse et sur les 10 commandements. Mais il y a aussi, au-delà de cela, un lien religieux chez un grand nombre de chrétiens américains qui voient réellement Israël comme le pays de la Bible et c'est la vision chrétienne, le pays de Jésus-Christ. Et enfin, il y a un lien avec l'aventure israélienne moderne qui, qui passionne les Américains. Les Américains également pensent que Israël est devenu une valeur sûre, stratégique, mais également scientifique et technologique, et qui travaille dans le sens des intérêts américains. Donc toutes ces raisons font que aujourd'hui, comme hier, il y a une majorité très nette de l'opinion américaine qui soutient Israël, avec une différence tout de même par rapport à ce qui a pu exister dans le passé, c'est qu'aujourd'hui, le soutien pour Israël est absolument dominant au sein du Parti républicain, puisque, en gros, on peut dire que 80% des électeurs républicains manifestent un soutien sans faille à Israël, tandis que, il est beaucoup moins net maintenant au sein du Parti démocrate. Les électeurs démocrates ne sont plus manifestement et entièrement pour Israël que dans une proportion d'environ 50%. Que pensez-vous, Michel Gorfinkel, du plan Trump pour reconstruire Gaza? Parce qu'il s'inscrit dans ce qu'on a dit tout à l'heure, de cette nouvelle façon de faire des deals. Trump ne parle pas de reconstruire Gaza. Il faut bien comprendre cela. Il dit Gaza est aujourd'hui un chantier de démolition. C'est-à-dire qu'il part du fait que euh, le Gaza que nous avons connu jusqu'au 6 octobre 2023, du fait de la guerre, d'une guerre qui a été provoquée par le Hamas, a été, je dirais, physiquement détruit. Et ce qu'il est en train de dire réellement, c'est que ni pour la population de Gaza, ni dans l'intérêt de la paix, ni dans l'intérêt vital d'Israël, on ne peut imaginer une simple reconstruction du Gaza qui existait avant cette date. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, nous avons une opportunité créée par les événements. Nous ne l'avons pas voulu, mais elle a été créée par les événements. Nous avons une opportunité d'aller très loin maintenant. D'abord, euh, éliminer le Hamas. Sur ce plan, le président lui-même et tous les membres de son administration, à commencer par son secrétaire d'État, son secrétaire à la Défense, ses responsables de la sécurité nationale, tous disent il n'est pas question de permettre au Hamas de rester à Gaza, ni même de survivre.
parce qu'il est évident que maintenir le Hamas à Gaza, c'est aller vers une nouvelle guerre analogue à celle qui a commencé le 7 Petite octobre parenthèse, 2023. il est aussi clair pour eux qu'ils n'enverront pas évidemment de troupes pour ce faire. Donc ce sont les Israéliens qui ont la main sur cette question et on en revient quand même à cette situation de savoir comment Israël va gérer cette situation de son côté avec la problématique des otages que l'on connaît bien. Comment ça se présente pour le gouvernement israélien, ce feu vert américain, on va dire, pour effectivement éradiquer le Hamas. Je crois qu'il y a entre l'administration américaine actuelle et le gouvernement israélien actuel une communication qui va très loin et qui est probablement qui va beaucoup plus loin que celle qui a pu exister avec l'administration Biden. Quel que soit, on ne va pas revenir sur les détails de la politique de l'administration Biden vis-à-vis d'Israël pendant cette guerre. Il ne s'agit pas de prétendre que l'administration Biden n'a pas soutenu Israël, mais il y avait des limites évidentes à ce soutien. Aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement différente où je pense, tout semble indiquer que les Américains et les Israéliens vont très très loin dans leurs échanges d'idées et dans la conception de politique commune. C'est facilité, bien entendu, par le fait que, il faut vraiment insister là-dessus, sur le fait que d'abord, Trump connaît Netanyahou et un certain nombre de ses collaborateurs, et sur le fait que Netanyahou c'est un Américain, certes né en Israël, certes d'une famille israélienne, certes euh, totalement israélien, mais qui a quand même été élevé aux États-Unis puisque son père était un professeur d'université dans une université américaine. C'était un Israélien qui était devenu professeur d'université aux États-Unis. C'est très important. Il y a une immédiateté disons, de la communication qui existe et qui est renforcée par, bien entendu, des convergences politiques. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Si on revient un tout petit instant sur notre actualité, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y aura une phase 2 dans cet accord de cessez-le-feu? Apparemment non, puisque cette phase 2 impliquerait le retrait de l'armée israélienne et donc le maintien de ce qui reste du Hamas, en tout cas, en position de force dans les ruines de Gaza. Je pense personnellement que la priorité à ce point de la situation, la priorité, c'est d'obtenir la libération des otages et que au-delà de cette priorité, ni les Israéliens ni les Américains ne souhaitent euh, aller vers un cessez-le-feu avec le Hamas, qui laisserait le Hamas en place à Gaza. Il faut bien revenir sur cette idée. Donc, je ne suis pas au fait, très peu de gens connaissent les détails des négociations et des accords en cours, mais il est très clair, il ressort clairement, par exemple, des déclarations de l'administration Trump, que il n'est pas question de prolonger un cessez-le-feu ou un accord de paix, a fortiori, entre Israël et le Hamas. Ceci semble exclu. Sur le terrain, je me fonde sur ce que disent beaucoup d'experts militaires. Sur le terrain, en réalité, Israël a brisé le Hamas. Ce que nous voyons, c'est quelques mises en scène actuellement autour de la libération des otages. On voit des soldats du Hamas en pleine forme, équipés de neuf, avec disons, toutes sortes
de signes extérieurs de la force, depuis le gilet pare-balles sophistiqué jusqu'aux armes. Euh, il faut bien comprendre que c'est une mise en scène, mais qui ne peut pas cacher la réalité. La réalité, c'est que Israël a largement détruit le dispositif Hamas et que la seule chose qui l'empêchait d'aller plus loin, c'était le souci des otages. Actuellement, je ne sais pas sur quoi porte exactement la négociation ultime. On peut imaginer qu'elle porte sur finalement l'octroi de sauf-conduit euh, à un certain nombre de personnels du Hamas. Je crois que c'est de ça qu'on parle. Et, est-ce qu'il serait possible d'éradiquer le Hamas maintenant, alors qu'un an de guerre et quelques mois n'ont pas suffi à atteindre cet objectif? Qu'est-ce qui va se passer de plus dans cette deuxième phase d'offensive, selon vous? Écoutez, je ne peux pas essayer de faire je ne peux pas et je ne veux pas faire ce qu'on appelait autrefois la stratégie du café du commerce. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Simplement, il est clair que il y a une volonté de la part des Israéliens et il y a aujourd'hui, avec l'administration Trump, une volonté de la part des Américains d'empêcher la renaissance du Hamas. Donc, soit le Hamas accepte de facto, peut-être qu'il continuera à dire qu'il refuse, mais de facto, peut-être que le Hamas va accepter de s'en aller d'une façon ou d'une autre. Euh, ou bien s'il refuse, peut-être qu'on va effectivement vers une reprise des opérations militaires, allant cette fois-ci jusqu'à l'éradication totale de ce qui reste de cette organisation. Encore quelques mots rapidement sur ce plan Trump. Évacuation des Gazaouis, pour aller où? Personne ne semble vouloir les accueillir. Il semble qu'il y ait un plan des pays arabes qui se mettent en place pour trouver une autre solution. Est-ce que cette perspective est réaliste? Alors, nous allons commencer par le commencement. Il y a eu, depuis le début de la guerre, et il y a eu même avant le début de la guerre, des sondages qui ont été effectués dans la bande de Gaza pour demander aux Gazaouis si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous partiriez? Et ces sondages euh, indiquent, euh, ont indiqué, continuent à indiquer que 50% à peu près des habitants de Gaza, dans les circonstances actuelles, qui sont quand même des circonstances où le Hamas est encore là, a encore une capacité de nuisance et de contrôle. Euh, donc, 50% des habitants de Gaza disent, si j'en ai la possibilité, je préfère partir. C'est une première réalité. Deuxièmement, partir pour où? Alors, on va dire ceci. Vous avez le discours officiel arabe. C'est une des particularités de la culture arabe et de la culture politique arabe qu'il est très difficile de se séparer en parole d'un consensus peut-être totalement imaginaire, peut-être de façade, mais qui est là et qui a une importance culturelle euh, considérable. Donc, peu de dirigeants arabes peuvent dire ouvertement aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution, il faut qu'on s'oriente vers une solution de ce type. Mais il est intéressant de voir que même en tenant compte de cela, vous avez au moins un État arabe, et c'est un État arabe euh, qui n'est pas insignifiant, je parle des Émirats arabes unis, le pays qui a été le plus engagé, bien sûr, dans les accords d'Abraham, mais un pays qui a son importance dans la région et qui a des liens étroits avec l'Arabie saoudite. Et les Émirats arabes unis disent le plan Trump pour Gaza est un bon plan. Ça ne veut pas dire, ce plan ne signifie pas, Trump n'a jamais dit je veux euh, éliminer totalement la présence des Gazaouis à Gaza. Il n'a pas dit ça. Il a dit simplement si on veut reconstruire, on ne peut pas reconstruire avec 2 millions de gens qui vivront en réfugiés
dans le pays où ils vivaient jusqu'à présent, dans des conditions absolument épouvantables, et avec la possibilité toujours d'un retour du Hamas. Donc, il faut que les gens s'en aillent, qu'ils s'en aillent provisoirement, qu'ils s'en aillent définitivement. Euh, Ça, c'est des choses qui sont à moduler d'abord en fonction de la volonté individuelle, on va dire, de chaque famille, mais ça peut être également modulé politiquement euh, si l'on si l'on trouve des solutions effectivement adéquates. Alors, pour aller où? On a évoqué un certain nombre de destinations. Vous savez qu'il y a un pays dans la Corne de l'Afrique qui s'appelle la Somalie, qui est toujours représenté à l'ONU, qui vote toujours à l'ONU, sauf que le gouvernement qui vote à l'ONU ne contrôle que 40% du territoire somalien. Il y a en fait, de facto, deux autres États qui se sont créés dans l'ancienne Somalie. D'une part, le Somaliland, qui est l'ancienne colonie anglaise de Somalie et qui en fait n'a jamais accepté d'être réunie à l'ancienne colonie italienne de Somalie pour former la Somalie actuelle, et qui vit comme un État indépendant, plutôt bien géré depuis maintenant au Vous moins une voulez dire trentaine qu'il d'années. pourrait y avoir une possibilité? Il a dit qu'il acceptait tout à fait de considérer cette possibilité. Vous avez un deuxième État somalien qui est plus au sud du Somaliland, qui s'appelle le Puntland, qui a pris le nom de Puntland, Punt étant un nom très ancien de la Corne de l'Afrique que l'on trouve dans l'Antiquité, dans la Bible, etc. Et donc, dans l'Antiquité égyptienne. Donc, ce pays également, ce gouvernement également a dit nous pouvons envisager cela. Et il y a les pays qui, pour l'instant, ne disent rien, mais qui réfléchissent quand même à des solutions éventuelles. Alors, si on fait un peu de prospective encore, même si vous n'aimez pas trop ça, comme souvent les experts, imaginons ce qui se passerait dans les années à venir si ce plan Trump se mettait en place. Bon, on a compris qu'il y aurait des travaux, une reconstruction. Le projet n'est pas très clair quand même. Pour qui reconstruit-on? Est-ce qu'on reconstruit pour des Palestiniens qui vont rentrer? Est-ce qu'on construit pour des touristes internationaux? Comment voyez-vous Gaza en admettant que ce plan se mette en Alors, place? on a beaucoup, évidemment, souri, on s'est beaucoup indigné parce qu'on a dit, voilà, la solution Trump, c'est en fait de construire Mar-a-Lago, c'est-à-dire une résidence balnéaire, faire de Gaza une riviera, comme on dit, c'est-à-dire un ensemble d'hôtels Trump le long de la Méditerranée. En réalité, Trump ne fait que reprendre un plan qui est sous-jacent, disons, à tous les projets à long terme dans la région, pratiquement depuis les accords d'Oslo. Depuis les accords d'Oslo et depuis le retrait unilatéral israélien de 2005, il a été question périodiquement de transformer, je cite, c'est l'expression qui revient de partout, de transformer Gaza en un Singapour du Moyen-Orient, c'est-à-dire en un État certes petit en superficie, mais qui aurait absolument tous les atouts pour connaître la prospérité. C'est une prospérité qui peut venir effectivement du tourisme si l'on veut, mais elle peut venir également par exemple, d'un certain nombre d'activités économiques. Il peut y avoir une Silicon Valley arabe à Gaza si on décide de s'orienter dans cette direction. En réalité, au moment des accords d'Oslo, il y avait une presque certitude, c'était le grand projet de Shimon Peres, que le développement technologique israélien allait inciter euh, les Palestiniens, par exemple, à coopérer avec eux et à connaître une lancée absolument spectaculaire en termes de niveau de vie, en termes d'influence globale, en termes d'avenir. On croyait réellement à cela. C'était le projet de Shimon Peres, le nouveau Moyen-Orient. Ensuite, on est revenu sur cette idée au moment du retrait israélien en 2005. Le Qatar
déjà disait, je suis prêt à investir massivement pour transformer Gaza en Singapour du Moyen-Orient. Toujours cette image, cette formule qui revient et qui est parlante. En fait, Trump revient sur cette idée, mais ce qu'il dit, c'est nous ne pouvons pas refaire ça avec le Hamas. Le Hamas, ce sont les gens qui ont rendu impossible cette transformation depuis 30 ans. Ce sont ces gens-là qui ont rendu ça impossible. On ne va pas refaire ça avec eux. Croire que ces gens-là vont se transformer comment dire, en Singapouriens du jour au lendemain, c'est une vue de l'esprit. Oui. Puisque Gaza est détruit, reconstruisons Gaza de manière totalement nouvelle et en pensant à ce sujet. Et s'il y a une population vivant d'ailleurs largement en situation de dépendance vis-à-vis de l'UNRWA jusqu'à présent sur le territoire, si on transforme cette population en une autre population, partiellement, bien sûr, des Gazaouis qui auront décidé de rester, en quelque chose de différent, tout est possible. Alors, on est arrivé au terme, mais il faudrait quand même qu'on dise encore un mot pour revenir à ce qu'on disait au tout début, Michel Gurfinkiel, c'est cette politique du deal. Comment ça peut se passer pour avoir un exemple un peu plus général, par exemple, la politique de Trump pour l'Ukraine, entre les Russes et l'Ukraine, et puis peut-être aussi par rapport à l'autre puissance, la puissance chinoise. Comment est-ce que les Américains s'y prendront aujourd'hui pour gérer ces questions? Je reviens sur l'idée que Trump est quelqu'un qui est très, disons, euh, consistant ou très, il ne varie pas dans ses idées fondamentales. Et nous savons que Trump, quand il s'adresse euh, à des pays étrangers et surtout à des aires culturelles étrangères, rappelez-vous les premiers discours que Trump, dans son premier mandat, a pu faire lorsqu'il a assisté à des conférences islamiques en Arabie Saoudite. Ça, c'était vraiment tout à fait au début de son premier mandat présidentiel. Ce que Trump dit à ses interlocuteurs, qui peuvent être arabes, qui peuvent être russes, qui peuvent être chinois, euh, il dit ceci, vous avez le droit d'être vous-même. Nous n'allons pas vous imposer notre civilisation, nos conceptions de la vie. Vous avez le droit d'être vous-même et nous vous respectons. Maintenant, nous avons des intérêts et nous allons défendre nos intérêts. Alors, on s'assoit, on discute. L'aigle américaine, dans une de ses serres, tient le rameau d'olivier. Dans l'autre serre, elle tient la foudre. Donc, si nos intérêts sont menacés, nous n'aurons pas peur d'utiliser la foudre. Mais si nous pouvons, au contraire, travailler ensemble, nous sommes prêts à vous approcher avec le rameau d'olivier dans les mains. C'est ça la politique de Trump. Alors, rappelez-vous ce que Trump a pu faire dans le passé. Il a effectivement discuté avec les uns et les autres, en prenant souvent des attitudes au départ offensives, mais en ouvrant toujours la possibilité de discuter. Il n'a pas eu peur de discuter avec les adversaires qui passaient pour être les plus absolus des États-Unis. Il est allé en Corée du Nord. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'illusions sur la Corée du Nord. Mais c'est le cas pour l'Iran, par exemple, aujourd'hui. Ça peut être le cas, ça peut être pour le cas pour l'Iran, c'est le cas pour la Chine, c'est le cas pour la Russie. Je crois que la région du monde où ce recette mondiale probablement a le plus de chances d'être opérée à très brève échéance, c'est la région Russie-Ukraine. En gros, Trump a parlé avec les uns et les autres, il parle à Poutine, il est resté, disons, en speaking terms avec Poutine, et en gros, ce qu'il dit, c'est bon, la situation, c'est une impasse. Maintenant, c'est clairement une impasse. Nous, maintenant, les États-Unis, avec moi, nous n'avons pas l'intention de compliquer davantage les choses. Donc, essayez de trouver
une solution. Si vous voulez trouver une solution, eh bien, on se mettra avec vous pour trouver cette solution, pour renforcer cette situation, cette solution. Ce qui est important dans le deal possible avec la Russie, c'est qu'il y a cette idée, euh, on peut discuter de cette idée, mais elle existe. Est-ce que c'est réellement est-ce que les Russes eux-mêmes sont réellement convaincus que leur intérêt national est de s'isoler du monde occidental, d'entrer dans une relation qui fatalement, à terme, va devenir une relation de dépendance avec le géant chinois? Est-ce que c'est ça véritablement l'intérêt national de la Mais il Russie? faudra quand même leur faire quelques concessions pour qu'ils acceptent cela. Écoutez, on voit très bien que la Russie est quand même dans une situation difficile et que ce serait déjà un succès pour Poutine que la guerre s'arrête maintenant sans soit une déroute russe qui est possible, soit une montée aux extrêmes dont les coûts seraient considérables sur tous les plans pour la nation russe. Une toute dernière question, Michel Groffinger. Les États-Unis, avec cette politique du deal tous azimuts que vous décrivez très bien, que vous avez décrit, est-ce qu'ils ne vont pas perdre finalement ce qui a fait aussi leur force, c'est-à-dire ce fameux soft power qui consistait à influer sur le monde entier par une politique justement, on va dire, Alors, apparemment généreuse? oui, mais sauf que le soft power américain, au fil des ans, et ça s'était précipité sous les administrations Obama, puis l'administration Biden, le soft power n'est plus du tout un soft power américain, c'est devenu un woke power qui fonctionne en réalité, c'est le point de vue de Trump et c'est le point de vue de la majorité des Américains aujourd'hui, qui fonctionne contre les intérêts nationaux américains, contre les intérêts des États-Unis en tant que puissance, contre les intérêts des États-Unis en tant que nation, contre les intérêts civilisationnels des États-Unis. Et on comprend mieux pourquoi la première déclaration de Trump a été de dire il y a les hommes et les femmes, voilà le nouveau régime que je vous propose. Évidemment, évidemment. Vous savez, on peut avoir toutes sortes d'opinions sur la fameuse question du genre, mais ce que l'on ne peut pas nier, c'est que cette question du genre, ou la politique du genre, telle qu'elle a été menée récemment par les États-Unis et par beaucoup de pays occidentaux, elle est absolument incompréhensible dans le reste du monde. Et elle est interprétée, peut-être à tort, mais la réalité, c'est qu'elle a été interprétée comme une marque de faiblesse et de déclin des États-Unis. Merci beaucoup, Michel Gourfinkel, d'avoir accepté de répondre aux questions de Mosaïque qui nous ont permis comme ça de mieux comprendre globalement, effectivement, ce qui se tramait aussi pour la région proche-orientale et pour Israël. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.